Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour bien entendu parler de mes petites lectures. Alors cette semaine j'ai pu lire ceci. Il y a pas mal de choses à voir. On a du manga, on a même un webtoon, on a des romans et une BD, donc assez variée au niveau de la petite sélection. On va voir tout cela en revue. Je vais commencer par les suites de séries. Je pense que ce sera plus pratique. J'ai continué cette saga familiale qui est Tempête sur la villa aux étoffes, c'est le 5e tome, c'est écrit par Anne Jacob, c'était aux éditions 10-18. Alors je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette saga familiale étant donné que j'ai terminé le 5e tome et j'ai le 6e tome qui m'attend bien sagement dans ma palle, c'est les adieux à la villa aux étoffes et je sais pas du tout si c'est le dernier mais j'espère pas parce que j'aime tellement passer du temps avec cette famille. Ici on se trouve, je vous fais un petit résumé, pas du 5e tome évidemment, mais on se retrouve à la villa aux étoffes qui est donc une industrie familiale qui produit du textile et on va les suivre pendant une longue période étant donné qu'on va les découvrir juste avant la Première Guerre mondiale et ici on se trouve déjà juste avant la Seconde Guerre mondiale, donc on les suit sur plusieurs années. On va suivre les maîtres évidemment, leurs enfants et ensuite les enfants de leurs enfants. On va suivre aussi tout ce qui concerne les domestiques et la vie des domestiques. C'est ça qui rend cette petite saga aussi attachante, c'est qu'on a la vie de plein de personnages. Il se passe toujours plein de choses, c'est super agréable. Ici évidemment la Seconde Guerre mondiale arrive, donc on a des problématiques qui sont assez graves qui arrive au personnage de la villa. Je vous en dis vraiment pas plus. Si vous voulez vous lancer dedans, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment très sympa. Ça se lit tout seul malgré la taille des romans, ça se dévore, c'est extrêmement confortable, c'est intéressant. Et ici on a le point de vue d'une famille allemande au niveau autant de la Première que de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est très intéressant d'avoir cette version des faits et d'avoir le vécu d'une famille allemande à ces époques-là, donc super sympa. J'aime trop, c'est vraiment, je pense que c'est ma saga familiale préférée. Après j'en ai pas non plus 50 sur le feu, mais vraiment avec celle-ci je passe toujours un très bon moment et j'ai très envie de lire la suite, mais comme je sais pas si ce sera le dernier tome ou non, je crois que je vais d'abord aller me renseigner parce que si c'est le dernier tome et qu'après je n'en ai plus du tout, je serai quand même assez triste et j'attendrai alors pour le sortir, histoire de le savourer et le garder au chaud encore un petit moment, mais c'était vraiment très sympa. Voilà pour ce 5e tome. L'autre série dans laquelle j'ai avancé, c'est La Malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard. C'est aussi le 5e tome et c'est aux éditions Michel Lafon. Alors ça faisait un petit moment que j'avais lu les précédents tomes et puis j'avais laissé un long moment se passer parce que c'est vrai qu'il y avait un petit côté assez répétitif. En fait, dans cette histoire, on va suivre Samuel Anderson qui va arriver, je vous dis pas de quelle façon, mais il va arriver dans un étrange manoir, un étrange château qui est complètement retiré du monde réel, j'ai envie de dire, et il va découvrir que ce manoir en fait est habité par ses ancêtres qui sont morts à cause d'une sorcière. Une sorcière il y a des années, des siècles, a lancé une malédiction sur cette famille et du coup tous les descendants sont victimes de cette malédiction et sont ensuite emprisonnés, gardés dans ce manoir. Samuel est le dernier descendant, même s'il a une fille, c'est lui qu'on va suivre. Et pour son salut, évidemment, vu que du coup lui-même est victime de cette malédiction et ensuite sa fille le sera, il est obligé de tenter de briser cette malédiction. Donc c'est ça qu'on suit. Dans ce récit, il y a des voyages dans le temps parce que c'est de cette façon qu'il arrivera à casser la malédiction. C'est via des portes qui lui permettent de traverser les siècles, les âges. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. On va se retrouver à différentes époques. On voyage beaucoup. C'est un aspect que j'apprécie énormément. Mais c'est vrai que voilà, c'était un peu trop répétitif et j'avais eu envie d'un
petit peu souffler dans cette série. Là, j'ai très envie de finir, surtout qu'il y a 7 tomes. Il m'en reste donc 2 à lire et je pense que je vais les enchaîner. Surtout que là, il y a d'autres enjeux qui interviennent. On sent que l'histoire avance. C'est plus simplement, entre guillemets, des voyages dans le temps, tout bête, de nouveau, entre guillemets. Là, il y a d'autres choses, il y a d'autres aspects importants qui se mettent en jeu. Il y a aussi un nouveau personnage qui arrive pour secourir, pour aider, pour soutenir Samuel. Ça se lit extrêmement bien, franchement. C'est une plume qui est pas compliquée et ça se dévore sans problème. Le livre fait 340 pages environ, donc pas très épais et ça se lit vraiment tout seul. Je sais que je vais pas passer des heures et des heures de lecture avec le tome 6 et le tome 7. C'est pour ça que j'ai envie aussi de sortir et de clôturer cette saga encore cette année. Comme ça fera une série de terminée. Et comme je passe quand même un bon moment, c'est assez intéressant. Il y a des personnages attachants. Moi, j'aime bien découvrir comme ça les ancêtres de Samuel. Au fur des années, il n'y a pas que des anges. Il y a des personnages qui sont aussi torturés. J'aimerais bien avoir aussi plus d'informations concernant cette fameuse sorcière, etc. Donc il y a quand même des petits points de mystère que j'aimerais découvrir complètement et avoir les informations exactes. J'aimerais donc terminer cette saga. Vous verrez sans doute très prochainement le tome 6 dans un petit point lecture et ensuite le tome 7. Donc voilà pour cette série qui est sympa. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. Je passe un bon moment de lecture avec. Donc que demander de plus? J'enchaîne avec le petit webtoon qui est L'Impératrice remariée. C'est un de mes derniers achats. J'ai acheté ça cette semaine avec 2-3 autres choses. Je vous montrerai juste après. Et je l'ai directement lu. Donc un webtoon, ce sont ces genres de mangas mais qui sont coloriés et qui se lisent dans notre sens, donc de gauche à droite et pas de droite à gauche. Il y a des très jolis dessins habituellement. Il n'y a qu'un seul tome qui est sorti pour l'instant. Moi, ça m'a donné envie de le découvrir et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment adoré cette lecture, cette édition Pika. Alors, dans cette histoire, eh bien, on va suivre évidemment l'impératrice royale qui depuis toujours, depuis l'enfance, est destinée à être l'épouse et donc épouser l'empereur pour faire honneur à sa fonction et à son époux. C'est son destin depuis toujours, elle a été préparée à ça, il n'y a pas eu de surprise et les choses se sont passées comme ça. Elle a fini par épouser l'empereur, elle est donc l'épouse de l'empereur, mais un jour... son mari, l'empereur, va faire la connaissance d'une jeune fille à la campagne et il va éprouver un certain intérêt, un certain attachement à cette jeune fille qui sort de nulle part, qui est une campagnarde à première vue, et il va la ramener au palais dans le but d'en faire sa maîtresse impériale. Évidemment, ça pose quelques petits problèmes et les choses entre l'impératrice et l'empereur vont rapidement se dégrader et de son côté, à ce moment-là, l'impératrice va recevoir un petit message secret. Ce message a été apporté par un oiseau et du coup, l'impératrice va faire un petit échange de messages secrets via le biais de ce bel oiseau et du coup converser avec un homme, mais elle ne sait pas qui il est. Ça, c'est pour le récit. Alors, dans ce webtoon, eh bien, on va se retrouver clairement dans la thématique de la royauté, avec évidemment tout ce qui vient avec les intrigues, les trahisons, les affaires de cœur, les affaires de pouvoir. Il y aura de la politique, il y aura des mensonges, etc. Moi, ce sont des thématiques qui me plaisent beaucoup, donc ça a bien fait le travail ici, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le personnage de l'impératrice, qui est un personnage très digne, très fort, très courageux. Elle se laisse pas abattre, même si elle a des petits côtés de déprime, ce qui est normal au vu de ce qui lui arrive, mais elle reste courageuse malgré tout. Par contre, j'ai complètement détesté la jeune fille qui est ramenée par l'empereur avec lequel il va entretenir une relation. C'est un personnage absolument détestable. C'est un personnage qui est vraiment
en tout cas qui a l'air stupide. C'est une menteuse, c'est un personnage sournois, c'est un personnage pénible. Elle pleurniche tout le temps, elle se plaint tout le temps, elle se place en victime constamment. Elle est détestable, tout simplement. Mais il y a un mystère qui enveloppe ce personnage, donc ça m'intéresse beaucoup de découvrir la suite, même si la suite n'est pas encore disponible en français, me semble-t-il, donc je vais devoir attendre un petit peu. Mais du coup, on a vraiment ces deux personnages complètement opposés, l'impératrice et cette jeune femme, la nouvelle, la maîtresse de l'empereur. J'ai bien aimé aussi l'aspect échange de petits messages via l'oiseau. Il y a de la magie qui va être présente ici. Alors oui, il y a évidemment un fond de romance qu'on va voir arriver entre l'impératrice et l'homme avec lequel, cet homme inconnu avec lequel elle échange des petits messages via l'oiseau. Mais c'est pas l'élément principal de cette histoire et c'est pour ça je pense que ça m'a aussi beaucoup plu. Cette romance, elle pointe un petit peu le bout de son nez, mais elle n'est pas complètement évidente non plus. Elle est cohérente, elle est intéressante. C'est pour ça que j'ai très envie d'avoir la suite à nouveau. Je pense que vous l'avez bien compris, j'attends la suite parce que ça a fait mouche avec ce premier tome. Vraiment très très sympa, je vous le recommande si vous aimez un peu les thématiques. Les webtoons, j'en lis pas beaucoup, j'en ai lu 2-3 je pense et ça m'a pas plu à chaque fois, mais celui-ci j'ai été bien inspirée parce que je le trouve très très sympa. Je passe au manga, donc j'ai lu celui-ci qui est La forêt magique de Oshi, attention, Gahara. C'est le premier tome, c'est aux éditions Le Renard Doré, je pense que vous l'avez vu passer peut-être parce que il est quand même passé sur les réseaux. Et c'est vrai que ça me tentait pas mal, c'est fait par Isae Iwaoka. C'est une lecture que j'ai appréciée dans son ensemble, mais ce n'était pas un coup de cœur. Je vais vous montrer au niveau des planches et du dessin. On est sur ce genre de choses. Donc ça reste assez simple, je dirais. C'est très nature. Donc ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup apprécié. Dans cette histoire, eh bien, on est à Oshigahara, évidemment. Et il y a une forêt assez mystérieuse et surnaturelle qui se trouve dans cette ville, aux abords de la ville en tout cas. Et on va suivre principalement un jeune garçon qui s'appelle Soichi, qui vit dans cette forêt depuis un bon moment apparemment. Il y vit en harmonie avec les esprits de la forêt. Et il vient en aide aux personnes qui s'égarent dans cette forêt. Ça, c'est pour le petit résumé assez sommaire, bien entendu. Donc, vous voyez un petit peu l'ambiance. On est dans une forêt magique, mystérieuse. Ça va parler d'esprits qui sont représentés, qui sont présents. Il y a un aspect magique aussi qui est bien là. C'est un peu ce genre d'univers de thématique. C'est un manga. C'est un manga que j'ai trouvé assez poétique. Mais qui comporte quand même une part de noirceur, une part très sombre. Donc c'est pas un petit manga tout doux que je conseillerais à mettre entre les mains de ses enfants parce qu'il y a une certaine noirceur qui est quand même présente. Alors ça va aussi parler d'autres choses, ça va parler d'amitié, ça va parler évidemment de nature, ça je vous l'ai dit, ça va parler aussi de légende, ça va parler de mort, ça va parler d'amour, avec une grosse part de mystère. Il y a plein de thématiques qui sont abordées. C'est un univers que j'ai beaucoup apprécié, c'est un univers surnaturel bien entendu. L'intrigue principale, elle met quand même du temps avant de se mettre en place. C'est assez long, on a des petits éléments un petit peu tranches de vie qui s'emboîtent les uns dans les autres et on se demande où ça va aller. Après les choses se mettent en place et à la fin on voit plus ou moins vers quoi on va se diriger et quels sont les enjeux de ce récit. Mais ça prend son temps. On se balade un petit peu au début et puis ensuite ça vient. Mais c'est pas dérangeant. Moi, ça m'a pas posé de problème parce que comme j'ai aimé l'ambiance et l'univers, c'était agréable entre guillemets de me balader un petit peu avec Soichi et les esprits de la forêt. Donc c'est une ambiance spéciale. Si vous cherchez un manga où il y aura de l'action dès le début, où le rythme sera prenant tout de suite, c'est pas vers celui-là qu'il faut se diriger. C'est assez lent, contemplatif au début, ça se savoure et ensuite les choses commencent
commence à évoluer, à se mettre en place. Moi, j'ai bien apprécié ce premier tome où il y a quand même pas mal de mystères et ça m'a du coup donné envie de découvrir la suite. Je passe au roman et j'en ai lu 2. J'ai lu Lupus in Fabula. C'est aux éditions du Chat Noir. C'est écrit par Jérôme Accouche. C'est un livre qui me tentait pas mal parce que à l'arrière il y avait les petits mots-clés steampunk, année folle et conte. C'est une de mes dernières acquisitions. Je l'ai eu sur Vinted pour très peu cher et j'ai eu envie de le découvrir. Donc dans ce récit, on se trouve à Paris en 1925 et on nous apprend que la Grande Guerre a eu lieu, que lors de cette Grande Guerre se sont affrontés des soldats cybernétiques et donc des soldats cybernétiques français et des mutants allemands. On nous apprend aussi que c'est le côté français, donc les soldats cybernétiques qui ont remporté la victoire. Et on va suivre dans ce monde un petit peu surnaturel et spécial le personnage d'Amadeus Wolf, qui est un mutant, donc un Allemand. C'est le créateur aussi d'un produit qui s'appelle le mutagène et il a fui Berlin et il s'est réfugié à Paris parce qu'il pense que là, évidemment, on ne le retrouvera pas. À Paris, il a un faux nom. Il s'est créé une fausse identité et il tient un cabinet de psychanalyse. Donc tout va bien pour lui jusqu'au jour où une mystérieuse patiente arrive dans son cabinet un beau matin et cette mystérieuse patiente est cybernétique. Donc on sent que de toute évidence il a été retrouvé. Et là, l'histoire va démarrer sur les chapeaux de roue. Donc je m'arrête là pour le petit résumé. On suit donc le personnage de Amadeus Wolf, ce mutant qui est un loup. On le voit ici. Sur la couverture, on a les deux personnages dont je viens de vous parler. Le personnage cybernétique et le mutant. On est dans un univers steampunk, bien entendu, je vous l'ai dit, dans une ambiance aussi de conte et c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé le mélange de ces deux éléments que j'apprécie de manière générale et ici c'était très original de les mixer parce que on a plein de petits clins d'œil par rapport aux contes que nous connaissons. Donc c'était très sympa à découvrir mais c'est très particulier. Dans ce récit, il sera question de guerre, bien entendu, d'espionnage, d'expérience scientifique en gros. Et le gros plus de ce récit, c'est vraiment son originalité. J'avais encore jamais vu ça ailleurs. Après, j'ai pas tout lu, c'est entendu, mais cette façon de faire, c'est une première ici. C'est un livre qui se lit très bien. Il est pas très gros. Il fait quoi? 240 pages environ. La mise en page est agréable et aérée. On a des petits chapitres courts qui s'enchaînent. La plume est fluide. Elle n'est pas super travaillée non plus, mais ça se lit très bien. C'est très agréable, c'est très accessible. Donc franchement, j'ai pas mis longtemps à le lire. J'ai mis quelques heures un samedi soir et j'ai terminé le dimanche matin, un truc comme ça. Donc ça a été très rapide. Le souci dans ce récit, à mon sens, c'est que par moments, j'ai été un peu perdue. Déjà, au début de la lecture, j'ai en fait eu l'impression d'être dans un second tome, d'avoir manqué des informations juste avant. Donc, j'ai un petit peu nagé pour m'y retrouver dans cet univers, dans ce contexte, dans cette originalité aussi, d'essayer d'un petit peu comprendre le tout. Donc ça, c'était un petit peu spécial. Il se passe énormément de choses dans ce tome. On est vraiment avec beaucoup d'action. Et du coup, de nouveau, ça va très très vite, beaucoup trop vite. J'ai trouvé, à cause de cette rapidité, que l'univers, les personnages et également la situation politique n'étaient pas assez expliqués, pas assez développés, qu'on n'avait pas assez d'informations. Donc ça, c'est le petit côté un petit peu dommage. Je comprends l'idée de faire un roman où les choses s'enchaînent parce que ça colle avec le récit et l'ambiance, bien entendu, mais j'aurais préféré qu'on passe un petit peu plus de temps au départ à bien cadrer, à bien expliquer, à mettre la structure en place de cet univers parce que moi au début j'étais un peu perdue et c'était pas super agréable, mais au final après on comprend petit à petit au fil des pages. Mais il y a cet élément-là qui est quand même fort présent. Donc,
C'est une lecture en demi-teinte étant donné que j'ai beaucoup apprécié l'originalité de ce récit, notamment l'aspect avec les contes intégrés à cet univers steampunk, mais le problème c'était cette manque de profondeur, d'explication. Donc voilà pour ce roman. Le roman que j'ai terminé, c'est celui-ci, La balade funèbre de Art et Merci. C'est fait par Megan Bannon et c'est aux éditions Milady. Vous l'avez vu passer étant donné que c'était une de mes lectures en cours. Je l'ai terminé. Déjà, c'est un très très joli livre qui est relié avec du jaspage or et à l'intérieur, on a ceci. Donc c'est vraiment très joli. Les chapitres sont élégants parce que, bon, déjà, je vous montre. C'est très beau. Alors, pour les chapitres, on a alternance entre une petite clé, avec une tête de mort bien sûr, et des petites roses comme ceci. Donc très très soigné au niveau du livre en lui-même, de la mise en page aussi qui est bien agréable. Alors, je l'ai terminé évidemment. Dans cette histoire, on va suivre évidemment Art et Merci, deux personnages. Art est un ranger. Il exerce un métier dangereux. Il doit en fait effectuer des patrouilles à Tanaria, qui est un lieu dangereux, où il exerce sa fonction de ranger. Je vais pas tout vous dire non plus comme ça. Si vous souhaitez le lire, vous avez quand même la petite surprise. Et Merci, quant à elle, c'est une jeune femme qui tente avec pas mal de difficultés de garder l'entreprise familiale de pompes funèbres à flot, parce que c'est donc l'entreprise de son père à la base, son père qui a actuellement des problèmes de santé et qui est obligé de lever le pied. C'est donc elle qui a repris tout ça sur ses épaules depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Et elle a du mal parce que la concurrence est assez rude. Elle compte sur l'aide de son frère qui est parti faire des études justement pour pouvoir reprendre l'entreprise, vu que c'est une entreprise qui se transmet de père en fils. Et il va y avoir une petite déconvenue par rapport à ça, mais je vais pas plus rentrer dans les détails. Donc voilà, on suit cette jeune femme, Merci, qui a beaucoup de mal actuellement et qui doit tout porter sur ses épaules. Donc dès le départ, on nous apprend que Art et Merci ne s'entendent pas du tout. Il y a un problème, ils s'aiment vraiment pas et chaque fois qu'ils se rencontrent dans le cadre du travail de l'un et de l'autre, eh bien ils se disputent, ils s'envoient des phrases méchantes, bref. Le courant entre ces deux personnages ne passe pas, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça depuis toujours. Et un jour, dans un moment de grande solitude, Art va décider d'écrire un message où il exprime justement cette solitude qu'il ressent. Il l'envoie sans destinataire, en pensant pas spécialement que cette lettre va atteindre quelqu'un. Il l'adresse simplement à un ami, donc c'est vraiment une bouteille à la mer qu'il envoie. Et par un curieux hasard, eh bien cette lettre va arriver auprès de Merci. C'est donc une lettre anonyme, elle ne sait pas qui lui a envoyé cette lettre et Art ne sait pas qu'elle est arrivée chez Merci. Étant donné qu'elle aussi se sent assez seule, vu qu'elle a beaucoup de choses à gérer, elle a plein de choses qu'elle n'exprime pas, qu'elle garde en elle, elle va répondre à ce courrier qui la touche, qui lui parle, et ils vont comme ça échanger des courriers sans savoir du tout à qui reçoit le mot. Et ils vont comme ça échanger pendant un petit moment des courriers complètement anonymes. Ça, c'est pour l'histoire de manière générale, le petit résumé d'entrée. Je ne vais pas plus loin. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, vraiment beaucoup. J'avais un petit peu peur parce que la romance est quand même bien présente, mais j'étais curieuse de le découvrir et j'ai bien fait parce que c'était une très très chouette surprise. C'était vraiment très agréable comme lecture. J'ai beaucoup aimé suivre Art et Merci, qui sont des personnages que j'ai bien appréciés. Comme je vous l'ai dit, j'avais un peu peur pour la romance, mais effectivement, il y a de la romance, mais pas que. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on est dans un univers très original et très intéressant où on va avoir des divinités, où on va avoir aussi des genres de zombies, donc des morts qui reviennent à la vie, qui sont appelés les acharnés.
On a aussi des âmes errantes. Donc on a quand même un univers super intéressant, super macabre aussi. Mais c'est ça qui fait le gros plus de cette histoire. L'ambiance est top. J'ai adoré cet élément macabre. Il y a aussi pas mal d'humour. J'ai voulu toucher le livre et j'ai mal misé. Il y a donc un univers macabre avec de l'humour. C'est assez drôle au final et cette combinaison est étonnante mais très très sympa. En tout cas, ça marche bien. Avec moi, ça a bien fonctionné. Le personnage de Hart est un personnage que j'ai adoré. Le personnage de Mercy, je l'ai bien aimé, mais un petit poil moins, un poil en dessous de Hart parce que je la trouvais un petit peu trop virulente par moment, un petit peu trop rentre dedans, mais c'était très léger. Globalement, j'ai bien apprécié les deux. La romance, je l'ai bien aimée aussi parce que déjà, elle prend son temps, vous l'avez compris. Je pense on est sur la thématique d'un Enemies to Lovers. C'est pas une thématique que moi, j'adore de base. Enfin, vous savez que moi, la romance, c'est pas le genre que je préfère. J'en lis très peu et ça doit rester secondaire en général à l'intrigue principale, ça doit pas être l'intrigue principale. Ici, il y a un petit peu un juste équilibre entre l'univers intéressant avec ses acharnés, le travail de ranger de Hart et aussi cette romance qui arrive mais qui est très très lente à se mettre en place étant donné que pendant facilement la moitié du livre, ils se détestent. Et ensuite, ça se met en place. Ça arrive en fait à partir de la moitié du livre. Donc, c'était intéressant de le faire comme ça. Et j'ai beaucoup apprécié, du coup, cette romance dans ce récit. C'est une romance qui est convaincante. C'est une romance qui est saine aussi. C'est pas une relation toxique. Et ça fait du bien parce que j'ai l'impression, enfin moi, j'en lis pas beaucoup. Mais d'après ce que j'entends, ça arrive souvent que les relations soient pas très bienveillantes. Ici, c'est bien fait, il y a des bons messages, on met l'accent sur la communication, on met l'accent sur la sincérité, des choses comme ça, avec des remises en question, donc c'est bien fait. Le seul petit bémol, c'est que j'aurais beaucoup aimé avoir plus d'informations concernant l'univers, concernant ces acharnés, parce qu'ils sont là dès le départ, et oui, j'aurais aimé avoir plus d'éléments sur ces acharnés. Également plus d'informations sur les divinités et notamment les demi-dieux, vu que c'est une thématique que j'ai beaucoup appréciée dans ce récit. Mais je pense, il me semble que c'est un premier tome de série. Je pense que j'ai vu qu'en anglais, il y avait un second tome. Donc peut-être que ce sera davantage développé. Alors parfois, il y a, je dois vous le signaler, parce qu'il y a de temps en temps un petit peu de vulgarité, mais c'est très léger. Ça m'a pas choqué dans ma lecture et ça m'a pas donné envie de l'arrêter non plus. Il y a aussi 2-3 scènes de fesses. Mais qui sont pas dérangeantes, qui sont pas détaillées à l'excès. C'est cohérent aussi avec le récit, ça m'a pas posé de problème, mais du coup sachez que c'est pas un livre, malgré la petite couverture mignonne et flashante, c'est pas non plus un livre qui est destiné à de la jeunesse, c'est pour un public adulte ou jeune adulte, mais pas pour de la jeunesse. Mais c'était une très très chouette découverte, je suis vraiment très contente et je peux vous le recommander si vous aimez ce genre de récit. Vous pouvez vous lancer parce que moi j'ai bien apprécié, vraiment. La première chose que j'ai lue, c'est cette petite BD, Le Royaume d'après, qui est un premier tome. C'est le Crépuscule, c'est fait par Margot Saltel et Marc Dubuisson. C'est aux éditions Le Lombard. Alors au niveau des petits dessins, je vais vous montrer les planches. On est sur ce genre de choses que moi j'apprécie. Je trouve que c'est très joli. Avec l'encadré noir, c'est sympa. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Alors, dans cette histoire, eh bien, on va suivre Christopher, qui est un jeune garçon qui vit avec son père et sa petite sœur Marie. Il y a des petits soucis dans la famille. On apprend dès le départ que la maman est décédée au moment de la naissance de Marie. Et le père s'est plongé dans l'alcool. Et un jour, un soir, Marie va être enlevée
par une étrange créature. Christopher évidemment va suivre cette créature. Il va tout faire pour retrouver sa petite sœur et il va être aidé par Morrigan, qui est considérée comme la folle du village, mais qui en réalité est un personnage magique. Elle va donc l'aider et ils vont se rendre dans le royaume d'après parce que c'est là que cette créature a emmené sa petite sœur. Voilà pour le petit résumé. On est dans une petite BD jeunesse bien sûr et c'était très sympa. J'ai bien apprécié, c'était un chouette premier tome. C'est de la jeunesse, donc oui, évidemment, c'est un récit qui est fluide, c'est un récit qui est assez facile, où les choses s'enchaînent, où tout se passe assez facilement, mais on sait quand on choisit une BD jeunesse que ça va pas être quelque chose comme Le Seigneur des Anneaux avec 20 000 quêtes, on le sait. Donc moi, ça m'a pas posé de problème et j'ai bien aimé cette ambiance. J'ai bien aimé suivre Christopher. Je trouve que les dessins, comme je vous l'ai dit, sont vraiment très jolis, très agréables. Je suis intriguée par cette BD, donc je pense que je la continuerai vraiment sans problème. Alors ça parle de plusieurs choses, évidemment il va être question de magie, de créatures surnaturelles, fantastiques comme je vous l'ai dit. Il est question de quête, d'un sauvetage évidemment de la petite sœur de Christopher. Ça va parler de mort aussi, ça va parler de courage, ça va parler de famille, ça va parler d'amitié. Donc on est quand même sur de belles valeurs et moi, ça m'a beaucoup plu. Franchement, c'était très sympa. Donc, je continuerai, à mon avis, cette série. Je ne sais pas quand le second tome va sortir, mais je tiendrai ça à l'œil. Voilà, ça c'était pour mes lectures terminées cette semaine. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit point sur les lectures en cours. Alors, je ne vous présente même plus parce que j'ai toujours pas avancé dans les 3 qui sont le royaume de Tobin, également l'assassin royal qui n'a pas bougé d'une page et aussi le dernier qui est la famille Seagrave. Mais celui-là, je vais le reprendre étant donné que j'ai terminé Tempête sur la villa aux étoffes. C'était ça l'idée, de ne pas faire 2 sagas familiales en même temps pour pas être perdue. Mais maintenant que j'en ai terminé une, eh bien, je peux continuer. Mais sinon, dans mes lectures en cours, bien en cours, il y a celui-ci qui est de Gilded Cage, le second tome de cette série. J'avais adoré le premier tome de Prison Healer. C'était un coup de cœur, j'avais beaucoup aimé. C'est fait par Lynette Noni et on est aux éditions Hachette. Et ça fait un moment que j'ai ce second tome et j'ai même le 3e tome parce que dès qu'ils sont sortis, je les ai achetés et j'arrivais pas à me remettre dedans, pas dans le sens parce que c'est pas bien, mais justement parce que j'avais tellement aimé que j'avais peur d'être déçue par la suite. Et là, je me suis dit, c'est bon, on va arrêter de repousser le moment. J'ai la trilogie complète à ma disposition, donc je me lance et je la clôture. J'ai bien avancé, de nouveau, ça se dévore, ça se lit tout seul. C'est ce qui s'était passé aussi dans le premier tome. Un rythme de lecture super rapide et pour l'instant, j'aime beaucoup ce second tome. Je suis absolument pas déçue, je l'aurai fini pour la semaine prochaine sans faute. Donc vous le reverrez à ce moment-là. Je suis toujours dans ma petite lecture de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. J'ai avancé aussi, je m'approche de la moitié. Et pour l'instant, j'aime bien, je pense que vous en avez entendu parler de ce livre. Hein. C'est cet homme qui un jour va inviter le diable à se venir dans sa petite ville. Lui-même est procureur. Et un jeune garçon va arriver et va dire que c'est lui le diable. Et du coup, l'histoire démarre de cet élément et pour l'instant j'aime beaucoup cette histoire. C'est du Tiffany McDaniel. Si vous avez lu Betty, vous connaissez un petit peu sa plume, son style et c'est ça que je retrouve ici. Donc j'aimerais beaucoup l'avancer, si pas le terminer pour la semaine prochaine et ainsi vous en parler. J'ai commencé une nouvelle lecture aussi qui est Plein ciel de Siècle Velban. Je ne sais pas du tout comment on prononce. Velban, aux éditions Big Bang. Très très beau livre que vous avez sans doute aussi vu passer un petit peu partout. J'ai eu très envie de le commencer et c'est chose faite. J'ai lu ceci sur ce beau pavé. J'ai lu une centaine de pages. Je pense pas que je l'aurai fini pour la semaine prochaine, quoique ça se lit vraiment très bien. C'est fluide, j'avance très rapidement et j'aime beaucoup ma lecture, donc à voir évidemment.
rien n'est certain. Oh sinon, j'ai celui-ci, j'ai pas beaucoup avancé, je suis toujours plus ou moins à la moitié. Vous l'avez vu aussi, vous le voyez régulièrement aussi dans mes points lecture. Et j'aimerais également l'avancer. Donc ça, c'est pour mes lectures en cours, vraiment en cours. Je suis aussi dans des lectures audio, comme vous le savez. J'ai toujours ma lecture de d'Uliane Moriarty qui est à la recherche d'Alice Love. J'ai pas avancé dedans, mais par contre j'ai avancé dans 3 de Valérie Perrin, donc 3 comme le chiffre de Valérie Perrin. Et j'ai aussi avancé pas mal dans La Formule de Dieu de J.R. Dos Santos. Là, je pense que j'approche les 75-80% de lecture. Et j'aime beaucoup, comme je vous l'avais dit, j'aimerais bien le terminer pour la semaine prochaine, à voir si ce sera possible ou non. Donc ça, c'est pour mes petites lectures en cours. Ou sinon, je ne suis pas retournée à la bibliothèque, mais je vous ai dit que j'avais été faire quelques petits achats. Donc notamment le webtoon L'impératrice remariée, mais j'ai acheté aussi 2-3 autres choses. Je vais vous montrer ça. Je me suis pris aussi ce petit manga qui est un premier tome, c'est de Unexpected Goddess aux éditions Doki Doki. Alors, au niveau du petit résumé, on nous explique que tous les 100 ans, dans le saint royaume d'Arialante, 4 jeunes filles sont sélectionnées pour hériter du pouvoir de la déesse. Mais cette année, à la surprise de tous, ces derniers sont au nombre de 5 devant le pape. C'est ainsi que Lita Deni, c'est son nom, fille du peuple réprouvé vivant dans la plus grande misère, va se retrouver mêlée à une suite d'événements qui pourraient bien bouleverser l'ensemble du royaume. Ça m'a intéressé, ce petit résumé. Au niveau des dessins, on est sur ce genre de petites planches. Je pense que je vais le lire assez rapidement, peut-être dans le courant de la semaine prochaine, parce que j'ai bien envie de découvrir ce manga. Ou sinon, je me suis pris un Mireille Kalmen, qui est celui-ci, Le Templier de l'Ombre, aux éditions Pocket. C'est le premier tome, le deuxième tome est déjà existant, mais en grand format, si j'ai bien vu. J'avais lu de Mireille Kalmen, La Louve Qatar. C'est biologique, j'avais bien aimé. Et ici, on est donc dans un roman historique où ça va parler de Templiers. Moi, tout ce qui concerne les Templiers, c'est un sujet qui m'intéresse. Du coup, j'ai foncé, j'ai même pas lu le résumé. Je peux vous le mettre si ça vous intéresse. Ah, il y a le petit reflet. Voilà. Si ça vous intéresse... Si ça vous intéresse, voilà, je vous le mets. Vous pouvez faire pause. Et moi, je veux pas en savoir plus. J'ai donc craqué et j'ai pris aussi celui-ci que je n'ai vu passer nulle part. C'est Dernière fête de Claire McIntosh aux éditions Le Livre de Poche. Il est indiqué à minuit un mort, au matin tous suspects. Donc ça se passe le 31 décembre. C'est le réveillon. Tout se passe bien et évidemment il va y avoir une mort. On est dans un huis clos. Ça veut dire que toutes les personnes qui étaient sur place potentiellement peuvent être le coupable. Et c'est le genre de thématique qui me plaît en général, ce petit aspect huis clos, à découvrir qui est l'assassin parmi tous les invités. J'ai pas plus réfléchi, je me suis dit que ça pouvait être très sympathique, donc je l'ai pris. Voilà, il n'y a rien de plus pour mes petits achats. Donc je pense que je vais vous laisser ici. Ah oui, petit détail, mais... J'ai fait un nouveau petit marque-page si ça vous intéresse. C'est celui-ci avec donc l'image de la chaîne. Et à l'envers, en tout cas de l'autre côté, on a un petit fond fleuri comme ceci. C'est des marque-pages qui sont grands parce que c'est celui qui est dans plein ciel. Donc vous voyez, il prend quand même quasiment toute la page, mais il peut tout à fait servir aussi pour des livres de poche. Vous voyez, c'est cette taille. Donc il peut être utilisé pour les deux. Si ça vous intéresse, pour l'instant ils sont en vente sur mon Vinted et vous avez mon Vinted dans la barre d'information avec
mes autres informations utiles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, dernier petit détail, la dernière chose que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter des lectures que je vous ai présentées, des lectures que vous êtes en train de faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous souhaite un excellent dimanche, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.